Comment c'est possible qu'aujourd'hui, en 2026, on ne puisse pas apprendre aux gens à arrêter de créer du stress au lieu de dire apprenez à le gérer? C'est tout l'objet de cette vidéo que je fais aujourd'hui, donc une de mes premières sur YouTube tout simplement. On va aborder pas mal de sujets autour de ça et ça va soulever des questions. Je vous invite également à mettre des commentaires, rebondir dessus pour venir vraiment enrichir. Mon but aujourd'hui, quand je fais ce type de vidéo, c'est vraiment vous pousser à la réflexion, à vous donner des clés de compréhension et surtout vous donner de l'information. La connaissance, c'est la clé pour votre santé, votre bien-être et votre longévité, c'est-à-dire bien vivre, mais surtout mieux vieillir. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas comment gérer son stress, c'est pourquoi ai-je organisé ma vie pour toujours produire autant et d'être dans ce cercle vicieux justement de productivité H24. Quand j'en parle avec mes amis, quand je discute, quand j'échange avec des personnes, je trouve qu'on a beaucoup médicalisé le symptôme, puisqu'on fait partie d'une société avec une médecine conventionnelle dont on a besoin, je tiens à le signaler. Mais on va pas vraiment tout le temps chercher la cause. Et la cause, ça peut être d'ordre alimentaire, ça peut être d'ordre émotionnel, on peut parler aussi de transgénérationnel, de psychologie, etc. Donc ça, c'est tout un processus et toute une réflexion qui est nécessaire pour chacun d'entre vous. Tout n'est pas dédié à une seule des dimensions, mais c'est un tout. On parle vraiment d'holistique, de quelque chose de global sur votre santé et sur votre bien-être. Le stress, à mon sens, ce n'est pas une fatalité biologique, puisqu'on dit toujours, on pointe du doigt le stress, le cortisol, etc., alors qu'en réalité, on en a besoin, puisque le cortisol vous aide à vous lever justement le matin, vous permet de vous alerter quand il y a un danger, donc toutes les hormones de votre corps sont nécessaires biologiquement pour le bon fonctionnement de votre vie. Ce qui est dérangeant, c'est quand le cortisol, le stress qui peut être aigu, qui n'est pas négatif, devient chronique. Là, ça va être compliqué et du coup, je vais vous expliquer scientifiquement ce qu'il en est. Le stress, comme je disais, n'est pas une fatalité biologique. C'est un sous-produit, tout simplement, de nos modes de vie actuels dans notre société, qu'on refuse littéralement de remettre en question. Là, j'aimerais aborder en fait ce que le cortisol fait tout simplement aux cellules et ce qu'on appelle les télomères. Le stress aigu est tout simplement adaptatif. Le cortisol est égal survie. Le cortisol, pour ceux qui ne le savent pas, sont produits par les surrénales qui sont deux petits chapeaux, deux petites glandes au-dessus de vos reins. Le problème, encore une fois, ce n'est pas le stress. C'est son caractère chronique et répété qui va créer de l'inflammation dans votre corps et qui va justement perturber vos cellules. Je vais vous faire une image pour que vous puissiez comprendre scientifiquement un peu ce qui se passe. Donc, j'ai noté. Imaginez que chaque cellule de votre corps, comme un lacet de chaussures, avec un petit embout en plastique au bout qui l'empêche de s'effilocher. Okay. Cet embout, en biologie, on l'appelle les télomères. À chaque fois qu'une cellule se divise pour se renouveler, cet embout raccourcit un tout petit peu. Et quand il devient trop court, la cellule ne peut plus se diviser correctement, elle vieillit et elle meurt. Le stress chronique accélère littéralement la vitesse à laquelle cet embout s'use, tout simplement. Pour illustrer ce que je dis, donc j'ai fait des recherches également, et en 2024, une chercheuse américaine qui s'appelle Elisa Eppel, avec la future prix Nobel Elizabeth Blackburn, a comparé, justement, on comparait deux groupes de mères, de mamans, celles qui élevaient un enfant en bonne santé et celles qui, dans le cursus de leur vie, avaient des enfants qui étaient malades. Résultat, plus une mère se sentait stressée depuis longtemps, plus ses cellules avaient un embout, donc le télomère, court. Donc l'équivalent de plusieurs années de vieillissement cellulaire en plus alors qu'elles avaient le même âge. C'est quand même fou. Et là, pour la première fois, on prouve que un vécu psychologique, pas un virus, pas une toxine, laisse une trace mesurable, considérable sur la santé et le bien-être de vos cellules dans votre corps. Il y a même des études de laboratoire qui mettent en fait les cellules humaines en contact prolongé avec du cortisol et on observe automatiquement en fait une accélération du processus de cette usure sous le microscope. Le mécanisme il est concret, c'est pas juste une corrélation. Par contre, j'aimerais mettre une nuance. C'est pas votre stress du lundi où, par exemple, je sais pas, vous voyez votre enfant tomber de son vélo, vous avez un coup de stress, c'est pas ça qui va faire que vos cellules vont se désintégrer rapidement. C'est pas, ça, c'est du stress, on va dire, aigu, rapide, suite à un événement clé. Et que ça a un impact sur vos cellules, c'est parce que c'est du stress
prolongée, sur des semaines, voire des mois, des années sans interruption. Et c'est justement l'absence de sortie, de moments de calme, le fait que vous n'avez pas de moments isolés hors stress, qui est problématique. C'est pas l'intensité du stress, c'est la continuité et la surcharge au quotidien. Le cortisol chronique n'est pas juste considéré comme une sensation désagréable, c'est un message chimique qui dit que votre corps est en mode survie, en mode danger, mais constamment. Du coup, votre corps vous dit ne dépense pas de l'énergie parce que je suis en mode survie, il faut justement rester dans cette protection. Si votre corps reçoit ce message-là 24 heures sur 24, comment vous voulez qu'il se régénère et qu'il puisse se rééquilibrer convenablement? Ce n'est pas possible, donc forcément, ça attaque vos cellules derrière et on va avoir un déséquilibre et de l'inflammation aussi chronique dans tout votre corps. Là, j'ai une question sociétale. Pourquoi l'industrie du bien-être préfère vous vendre une appli plutôt que remettre en question votre rythme de vie? Imaginez que vous avez un robinet qui fuit, mais que une entreprise vous vend une super serpillière pour éponger. Mais que la vraie solution, ce serait de fermer le robinet. On est d'accord? Là, vous allez me dire, mais Emma, il faut juste fermer le robinet, comme ça coule plus. C'est exactement la même chose avec le stress, de façon imagée, bien évidemment. On vous vend des solutions qui ne sont pas négatives, hein, bien au contraire. Je ne crache absolument pas sur les personnes qui initient à ces aides parce que ça a aidé énormément de personnes, mais ça ne règle pas la cause en fait de fond. Je vais vous donner également des chiffres que j'ai pu trouver. C'est qu'aujourd'hui, le marché mondial des applications de méditation, je vais pas citer les marques, mais ça pèse quand même 2,2 milliards de dollars et ça continue de grossir d'environ 15% par an. Donc ce qui est quand même assez énorme puisqu'on voit un sujet, un impact et une envie de mieux-être, santé, bien-être, tout ça qui émerge de plus en plus dans la société. Donc c'est pas un marché de niche, c'est vraiment une industrie en pleine expansion qui va faire que croître au fil des années. Ce chiffre grossit précisément parce que le stress et l'anxiété augmentent de plus en plus dans nos sociétés à cause de notre travail, à cause de la vie, de nos familles, etc. Pour bien comprendre, c'est pourquoi, en gros, ces applications, que je ne citerai pas, fonctionnent par abonnement mensuel ou annuel. Attendez. Concrètement, ça veut dire qu'un utilisateur qui n'a plus jamais besoin de gérer son stress arrête de payer. On est d'accord. Donc, le modèle économique n'a aucun intérêt à ce que vous arrêtiez d'être stressé. Comment l'argent rentre? Attention, hein, c'est pas, je dis pas que toutes les entreprises sont comme ça, mais forcément, il faut bien qu'ils vivent. Donc, comment justement faire qu'il y ait de la continuité? Parce que si demain plus personne n'est stressé, il n'y a plus d'application. Si vous arrivez à méditer tout seul, méditer, c'est gratuit. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire sur YouTube, vous pouvez vous entraîner. Alors, au début, il faut une aide, je dis bien. C'est important et je trouve ça très bien aussi les applications pour les gens qui ont du mal et qui ont besoin d'être accompagnés et structurés. Et dans un sens, c'est pas censé vous faire arrêter, sinon leur modèle économique ne fonctionne pas. Je précise encore une fois, ces outils ne sont pas des mauvais outils, ils sont très bien. La méditation a été étudiée par des scientifiques et il y a de vraies preuves qui fonctionnent sur justement notre bien-être, notre niveau de stress et l'impact de l'inflammation dans notre corps, donc ça c'est indéniable, et tout simplement un impact sur la régulation de notre taux de cortisol. À mon sens, ce n'est pas un problème de mauvaise intention, de malveillance de la part des entreprises, au contraire. Le vrai problème est un peu plus profond. C'est-à-dire qu'on met toute l'énergie collective à améliorer la réponse individuelle de tout ce qui touche au stress, plutôt qu'à changer les conditions, l'hygiène et nos modes de vie. Je vais prendre un exemple. On a les charges de travail, l'hyperconnexion, le fait qu'on ne coupe pas, le fait qu'on n'ait pas de moments un peu clés pour se régénérer. Alors de plus en plus de personnes le font, mais globalement, la plupart des gens qui font attention à leur bien-être, on est comme ça. Il n'y a pas vraiment, je veux dire, sur le nombre de milliards de personnes qu'on est sur cette terre, tout le monde ne fait pas ça. Donc on est plutôt sur une responsabilisation individuelle à développer sur cette société. Donc c'est apprendre à respirer, mais ça devient un outil de substitution sur la vraie cause de nos modes de fonctionnement dans notre société, de nos rythmes de vie, que ce soit personnel, professionnel, sociétal, etc. Donc ce serait plutôt ces modes de vie-là et cette cause-là qu'il faudrait aller chercher et modifier. Évidemment, c'est pas possible de faire tout en 5 secondes, mais c'est des vraies questions sociétales à se poser. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord. Ça fait 2 ans que je reçois des gens au cabinet, que je vois leur mode de vie, que je pose des questions sur leur travail, leur famille, leur quotidien, leur transgénérationnel.
bah c'est toujours la même chose. C'est du stress, c'est des responsabilités, c'est des pressions, c'est des modes de vie qui ne correspondent pas à notre essence même en tant qu'humain. Et ça veut pas dire qu'il faut rien faire et lézarder au soleil toute la journée, mais ça ne... La manière dont on travaille aujourd'hui, dont on vit notre vie dans notre société, a un impact direct sur nos maux du corps et nos maladies. C'est indéniable. J'aimerais aborder aussi un point qui est important, puisque comme vous le savez, on est vraiment sur le côté holistique, donc moi j'aime bien toucher à tout ce qui est autre médecine traditionnelle. Là, pour le coup, on va illustrer la médecine chinoise. Pourquoi ? Parce que là, quand on a du stress, si vous voulez, c'est vachement relié au foie. Donc je vais vous expliquer un petit peu, enfin surtout à l'énergie du foie, excusez-moi. En médecine chinoise, du coup, on dit que le foie est l'organe qui est lié à la libre circulation de l'énergie du corps, qui s'appelle le qi. Le stress chronique, dans ce cas, est lu comme une stagnation justement de cette énergie du foie qui bloque, alors que l'énergie devrait circuler librement dans le corps. L'émotion qui est classiquement reliée au foie, on va retrouver la colère. Mais la colère qui est refoulée. C'est pas parce que vous ressentez de la colère, de l'injustice, de la tristesse, peu importe l'émotion, que c'est forcément négatif sur votre corps et que vous allez déclencher une maladie. Pas du tout. C'est quand on les refoule, quand on les garde semaine après semaine, année après année, mois par mois, etc., que là c'est problématique. Quand la colère n'est pas vécue, elle remonte, elle stagne, ça crée de l'irritabilité, des tensions dans la nuque, des problèmes de cycle menstruel, des migraines, des douleurs au niveau des épaules, et ça, bon nombre de personnes, sur tout ce que je viens de citer, vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir tout ça. Traduit une logique de déséquilibre interne, tout simplement dans le corps. La stagnation du foie, quand elle persiste, elle est décrite comme une chaleur montante au niveau du foie, d'où les signes que je viens de vous citer juste avant. Évidemment, quand on parle de médecine plus conventionnelle ou de médecine chinoise, les deux ne sont pas opposés, c'est quelque chose qui peuvent s'imbriquer l'une avec l'autre. On a besoin des deux pour la prévention, pour nos médecins au quotidien, pour les suivis, donc ça c'est très important aussi de l'avoir en tête. Avant que justement on ait toute cette médecine moderne, conventionnelle aujourd'hui, 2000 ans avant, la médecine chinoise avait déjà étudié les canaux de circulation énergétique dans notre corps. La médecine chinoise, justement, avait repéré que le problème n'était pas l'émotion ressentie, qui ne rend absolument pas malade. Donc ça, vous enlevez votre tête que c'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous allez tomber malade, parce que ça, c'est des bêtises. C'est justement l'émotion qu'on empêche de faire circuler. Il y a une problématique et ça va faire des tensions dans le corps parce que ça va créer des tensions tout simplement et des blocages énergétiques. On va retrouver justement des sociétés qui ont mis en place des choses dans leur quotidien et ça, il y a eu pas mal d'études dessus, donc on va retrouver tout ce qui est zone bleue, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça va être tout ce que toutes les personnes qui vivent par exemple à Okinawa, en Sardaigne, ça peut être d'autres personnes, j'avais noté quoi, à Ikaria aussi, donc ça va être des gens qui vont mettre en place par exemple, j'avais noté à Okinawa, c'est par exemple un moment quotidien consacré au souvenir des ancêtres. Il y a d'autres choses à Okinawa, mais je prends un exemple comme ça. On va avoir à Ikaria, ça va être des gens qui vont faire la sieste l'après-midi. Quand je pense que quand j'étais petite, je n'aimais pas faire la sieste, alors qu'aujourd'hui, j'adore ça. Et en Sardaigne, ça va être le côté social, le côté vert, etc. en fin de journée. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais cette connexion d'être social avec les gens, de créer des moments de vie avec ses proches, avec ses amis, le fait d'être ensemble permet d'avoir une meilleure longévité aussi. Finalité, en question ouverte, je vous la pose, donc si jamais vous voulez bien me mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger dessus. Moi, à mon sens, au vu de cet échange qu'on vient d'avoir pendant 20 minutes, est-ce que l'important, est-ce que ce serait pas de repenser notre rapport au temps comme un acte de santé plutôt que d'avoir mille et une routines quotidiennes ou mille et un gadgets au quotidien. Le stress chronique moderne n'est pas un problème d'émotion mal gérée. Bien évidemment que c'est à travailler, mais ce n'est pas le fond du problème. C'est un problème d'architecture du temps. Les agendas qui sont surchargés, les sollicitations qui sont continues, les absences de rituels qui ne sont pas institutionnalisés dans nos vies, contrairement à des sociétés que je viens de citer juste avant. Est-ce que notre rapport au temps, en fait, n'est pas mal compris? Est-ce que justement on n'est pas à la course de ce temps, toujours faire plus vite, toujours accélérer, toujours faire mieux avec la productivité également? En fait, à mon sens, on ne gère pas un stress qu'on continue de produire à la source. La vraie question, ce n'est pas comment récupérer plus vite, mais qu'est-ce que j'ai organisé dans mon quotidien qui génère ce besoin de récupération en boucle
et ce stress constant. Une piste concrète qui peut être mise en place, c'est analyser votre quotidien, analyser vos journées, comment vous vous réveillez, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous êtes stressé dès le matin, est-ce que le taf vous stresse, est-ce que vous avez une charge mentale, est-ce que votre conjoint vous aide avec les enfants. Le but, c'est d'optimiser son temps, mais je mets un warning. Le but n'est pas d'être dans la productivité parce que lui-même va créer du stress. Comment on peut mieux respecter notre cycle naturel? Et ça passe par le cycle circadien, qui est biologiquement inscrit dans notre ADN, avec tout ce qui est chronobiologie également. Ce sont des moyens, des outils qui sont déjà ancrés à l'intérieur de nous, mais qu'on a oublié, qu'on a mis de côté. Je finirai par cette question ouverte. La question n'est plus comment je gère mon stress, c'est qu'est-ce que je refuse de changer pour continuer à en avoir besoin. Parce qu'en réalité, c'est comme une vieille amie. Le stress est toujours présent, le stress est dans notre quotidien, mais comment on fait pour s'en débarrasser, ou en tout cas pour éviter de trop le stimuler. Merci beaucoup de m'avoir écouté, voilà, c'était ma première vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je fais vraiment des vidéos je pense que ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Je séquencerai sur les réseaux sociaux pour que vous ayez aussi des extraits. Ça me demande un peu plus d'organisation parce que je fais des recherches avec des faits scientifiques. J'essaye de structurer aussi. Des fois, je regarde un peu mes notes. Je suis désolée. Justement, avoir une meilleure structure. Je vous avoue que j'aime beaucoup ces formats-là parce que je peux parler beaucoup plus longtemps, plus profondément. 1 minute 30, 2 minutes sur les réseaux sociaux, c'est trop compliqué à mon sens. Alors que là, j'ai le temps d'aborder un sujet et je vous invite grandement de me mettre des thèmes vraiment généraux sur lesquels vous voulez que j'aborde, que vous voulez écouter, et j'espère que ce type de vidéo vous plaira pour cet été.